Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour dans ce nouveau cours de droit administratif de deuxième année de licence. Nous allons aujourd'hui aborder l'approche européenne du service public. C'est un paragraphe 2. Paragraphe 2, l'approche européenne du service public. Paragraphe 2, l'approche européenne du service public. Alors, on peut se demander pourquoi l'Union européenne a eu à traiter des services publics. La réponse est qu'une partie des services publics est évidemment en dehors de toute concurrence, en dehors de tout marché. C'est ce qu'on appellera, nous le verrons un peu plus tard, les services publics administratifs. La défense, la sécurité, la justice, ceux-là par exemple sont en dehors du marché. Ils sont même en dehors des compétences directes de l'Union européenne, vous l'avez vu en droit européen. En revanche, une partie des services publics sont bien dans le marché. Ce sont ce qu'on appellera plus tard les services publics industriels et commerciaux, en général des grandes entreprises nationales qui de plus en plus sont privatisées ces derniers temps, comme l'électricité, le gaz, le train, qui constituent des grands services publics comme on les considère en France, et qui, malgré tout, prestent des activités économiques. Or, le droit de l'Union européenne veut absolument instaurer un marché européen, c'est-à-dire des échanges de biens et de services au sein de l'ensemble de l'Union européenne, cet ensemble Union européenne devenant le marché unique. Alors, c'est pour cette raison que l'Union européenne s'est saisie de la question de ces pans de l'activité économique qui, dans certains pays, étaient mis en concurrence et dans d'autres ne l'étaient pas du tout. Alors, je vous propose de voir ça d'abord dans un grand A, le développement de la concurrence et le démantèlement des monopoles. Grand A, le développement de la concurrence et le démantèlement des monopoles. L'Union européenne a une approche libérale de l'économie. Une approche libérale, qu'est-ce que ça veut dire? Son objet est d'assurer la meilleure concurrence entre les entreprises sur le marché intérieur. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne a une approche libérale? On peut peut-être en dire quelques mots. Certains y verront un aspect très politique, un peu syndical, un peu défense de nos droits acquis, droit du travail, sécurité sociale, en estimant que le trop grand libéralisme de l'Europe va porter atteinte à ce droit particulièrement développé en France. C'est tout à fait possible. Néanmoins, il ne faut pas voir dans le libéralisme de l'Union européenne nécessairement le grand Satan cherchant à détruire au profit de grandes entreprises les acquis sociaux obtenus par les travailleurs en France. En réalité, le bien-être de la population est au cœur du libéralisme tel qu'il est vu par l'Union européenne. Outre le fait que la liberté est une grande valeur et que l'appliquer à l'économie n'est pas en soi quelque chose qui serait par nature contraire à cette valeur, grande valeur de liberté, eh bien, il y a un autre aspect. En droit public des affaires et en économie en général, on considère que le libéralisme économique peut apporter à une certaine catégorie de personnes. Immédiatement, vous pensez au grand capital. En réalité, ce n'est pas eux qui bénéficient le plus de ce libéralisme. C'est la catégorie des consommateurs. Pourquoi? Parce que lorsque le libéralisme est mis en place, eh bien, il y a la possibilité d'avoir une concurrence sur le marché, c'est ça qui est recherché, et cette concurrence oblige les entreprises à se faire une guerre économique en utilisant les armes possibles. Alors, quelles sont ces armes possibles? En quoi est-ce que cette guerre économique peut apporter aux consommateurs? Eh bien, il y a, pour simplifier à l'extrême, deux façons de prendre des parts de marché. La première façon de prendre des parts de marché, quelle est-elle? Elle est de baisser les prix. Vous avez d'ailleurs des exemples nombreux de cette façon de prendre des parts de marché en baissant les prix à travers le low cost, en général, que ce soit les avions low cost ou les magasins low cost, tels que vous les connaissez, Aldi, etc., etc. Alors, cette première façon, c'est baisser les prix. La deuxième façon de prendre des parts de marché, c'est-à-dire de gagner des clients sur les autres concurrents, eh bien, c'est de faire de l'innovation. De l'innovation qui va améliorer les services et qui va faire que les consommateurs vont choisir plutôt une marque qui aura innové qu'une marque qui n'aura pas innové.
Vous le comprenez, en réalité, c'est ce que va rechercher le libéralisme de l'Union européenne. Rechercher l'innovation, rechercher la baisse des prix, rechercher les choses qui sont bonnes pour le consommateur. Alors, cette innovation et cette baisse des prix, vous en avez eu des exemples. Prenez le cas de la téléphonie. Les gens qui, dans les années 70-80, se souviennent d'avoir eu un téléphone fixe à la maison, et puis au-delà même du caractère fixe, des coûts très importants à chaque communication téléphonique, puis quand le téléphone portable est arrivé, avoir là encore des coûts par SMS extrêmement importants, qui fait que l'on hésitait à s'échanger un message texte, et que le coût de l'appel téléphonique était lui aussi très important. Le développement de la concurrence, et notamment le fait qu'en France, il y ait plus d'opérateurs économiques mobiles que dans d'autres pays, a fait que nous avons des forfaits qui sont spécialement bas au regard des services qu'ils prestent, et puis un ensemble de services, beaucoup de data, beaucoup donc de données échangées possibles, des forfaits importants, et souvent à qualifier d'illimités, même s'ils ne le sont pas complètement, des forfaits illimités en voix et en SMS. Alors, on a aussi le même type de phénomène avec l'Internet. L'Internet, au départ, au-delà du fait que les petits modems ne marchaient pas très bien, eh bien, quand on a eu la DSL, c'est-à-dire que la recherche a conduit à cela un peu partout dans le monde, eh bien, on a eu en France le développement, avec l'arrivée d'un quatrième opérateur économique qui était Free, de box triple play, comme on a appelé ça. C'est-à-dire des box qui faisaient, chose extraordinaire à l'époque, à la fois la télévision, mais aussi l'Internet et la téléphonie. Télévision, Internet et téléphonie. 3, triple play. Alors, ces offres qui se sont multipliées sont notamment dues au fait que Free, quand cette entreprise est arrivée sur le marché, a voulu prendre des clients aux autres et a baissé énormément les prix, quasiment en divisant par 2 le prix du forfait, a innové avec sa première box triple play qui a obligé les autres à réagir et à lancer eux aussi ce type de box qui sont en réalité des micro-ordinateurs vendus, loués avec le forfait à chaque particulier. Vous voyez, c'est ça l'idée, améliorer le service aux consommateurs avec de la concurrence. Alors, loin de moi l'idée de faire de vous des grands libéraux. Vous pouvez constater que je mets aussi en avant le fait que chaque consommateur est aussi un salarié et que si on veut développer la baisse des prix, si on veut agir sur ce point-là, eh bien il peut effectivement y avoir des baisses de salaire des salariés ou une optimisation des salariés au détriment de l'emploi. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus voir le libéralisme européen comme la marque du grand capital, comme je vous le disais, comme des grandes entreprises ou des grands actionnaires qui voudraient capter tout l'argent. Ces éléments de base, ces petites traces d'économie, juste pour que vous compreniez pourquoi, effectivement, il y a une volonté de la part de l'Union européenne de libéraliser. Cette libéralisation, nécessairement, elle passe par le droit. Elle passe par le droit, c'est ce qu'on appelle aussi le droit public des affaires, et vous ferez ça en Master 1. Droit public des affaires qui va développer la concurrence avec une approche un peu particulière des grands services publics. Alors je vous propose de voir cette évolution avec un petit 1, le droit de la concurrence et les grands services publics. Petit 1, le droit de la concurrence et les grands services publics. Alors, le grand service public, le service public, les grands services publics, qu'est-ce que c'est que l'idée même de service public tel qu'on l'a en France? C'est de prendre en compte des données non concurrentielles. Il y a des choses qu'on veut faire en dehors de la concurrence. Le service public, c'est au fond servir tout le public en dehors de toute concurrence. Alors, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, ou le traité de Lisbonne, précise dans son article 106, qui est l'ancien article 86 du traité CE, que les entreprises publiques ou celles qui bénéficient de ce qu'il appelle le traité les droits spéciaux ou exclusifs, eh bien, doivent appliquer le droit de la concurrence. Droits spéciaux et exclusifs, vous voyez qu'on retrouve même l'idée d'une prérogative de puissance publique. L'idée qui est derrière, qu'est-ce que c'est? C'est un monopole. C'est un droit d'avoir un monopole, au moins partiel. Donc, le TFU nous dit, ça n'est pas parce qu'une entreprise est une entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ça n'est pas parce qu'elle a un statut
de droit public, par exemple un établissement public, comme on le verra, peut être industriel et commercial, donc une grande entreprise, c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps de la SNCF, eh bien, ça n'est pas parce qu'on est une grande entreprise, ça n'est pas parce qu'on a des droits spéciaux et exclusifs qu'on ne doit pas se voir appliquer un maximum de concurrence. Ce même article, qui donc a l'air de briser toute idée même de service public, précise qu'il s'applique, je cite, aux entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, aux entreprises chargées de la gestion des services publics, des services d'intérêt économique général, ou présentant le caractère d'un monopole fiscal. Vous voyez, on a l'impression que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne veut remettre en cause tous les grands services publics, toutes les grandes entreprises publiques nationales chargées de missions de service public. Heureusement, ce même article ajoute une limite. Il ajoute ensuite, ouvrez les guillemets, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie. Donc je répète, dans la limite où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie. Ah, ouf. Voilà le sens du droit de l'Union européenne et de cet article 106 du TFUE. 1. Il faut soumettre les grandes entreprises nationales, celles qui ont des droits spéciaux et exclusifs, au droit de la concurrence. Mais j'accepte que lorsque cette concurrence vient remettre en cause leur mission d'intérêt général, leur service d'intérêt économique général, eh bien, dans ces cas-là, j'accepte qu'on puisse porter atteinte à la concurrence. Il y a bien une dérogation au sein du droit de l'Union européenne, une dérogation pour que le droit de la concurrence ne s'applique pas entièrement aux, ouvrez les guillemets, services publics à l'européenne, même si on verra justement, précisément, que le droit de l'Union européenne n'utilise pas le terme de service public. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Petit 2, la justification du démantèlement des monopoles. Petit 2, la justification du démantèlement des monopoles. Cette justification, on la trouve dans l'article 37 du TFUE, l'ex 31 du TCE. Que nous dit cet article 37 du TFUE? Il prévoit que, ouvrez les guillemets, les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le traité lui-même, au-delà de toutes les directives qui viendront plus tard, notamment par ce qu'on appellera des paquets, c'est-à-dire des ensembles de directives et de règlements qui viennent tous les 5 ou 10 ans aider à la déréglementation, c'est-à-dire au fait de mettre en concurrence ces grands services publics. Donc l'idée c'est que le traité lui-même impose qu'il y ait petit à petit un aménagement de ces monopoles pour qu'ils soient en fait soumis à la concurrence. On doit ouvrir à la concurrence les monopoles. Or, ces monopoles, en droit français, sont fondés sur le service public. Donc, à ce titre, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum la concurrence dans la limite où on garde le service public. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, cela va parfois mener à retirer le monopole aux entreprises. L'Union européenne a pris ces fameux paquets, ces ensembles, ces groupements de directives et de règlements qui correspondent chacun à un secteur économique. Il y aura des paquets pour le gaz et l'électricité, des paquets pour le ferroviaire, des paquets pour la poste, d'accord? Donc des grands services publics qui ont chacun leurs ensembles de textes européens destinés à les ouvrir petit à petit à la concurrence. C'était aussi le cas des télécommunications, voilà, télécommunications, poste, gaz, électricité, transport ferroviaire, transport aérien même. Et puis, dans certains cas, on va limiter certaines activités. L'Union européenne, en matière de poste, par exemple, a petit à petit ouvert à la concurrence. Au début, ce qui était ouvert, c'était uniquement les grands paquets. Donc, on a eu l'arrivée de UPS, on a eu des filiales de la Poste qui ont fait les paquets.
Petit à petit, ça a été les paquets plus petits, puis les lettres de plus de 20 grammes, et puis les lettres normales, celles qu'on appelle la lettre de moins de 20 grammes. Et petit à petit, tout a été ouvert à la concurrence, si bien qu'aujourd'hui, les entreprises, ça se fait surtout pour les grandes entreprises, les entreprises vont pouvoir passer, pour envoyer leurs lettres normales, par d'autres entreprises que la Poste qui n'a plus son monopole. Le monopole de la Poste est tombé en la matière. Alors, l'Europe va pousser les différents États membres à rechercher dans ses propres activités économiques, dans son droit, ce qui va correspondre à un SIEG, Service d'intérêt économique général. Je vous le rappelle, dans le texte lui-même, l'Union européenne prévoit, dans l'article 106, l'Union européenne prévoit que on peut porter atteinte à cette concurrence que l'on doit avoir, c'est-à-dire qu'on peut garder des ensembles de monopoles dès lors qu'il y a un service d'intérêt économique général. Vous le comprenez, dans ce service d'intérêt économique général, on va avoir en partie ce que nous, on définit comme des services publics. Les services publics vont en partie être ce que l'Union européenne appelle des services d'intérêt économique général, sachant que dans l'Union européenne, un SIEG, un service d'intérêt économique général, ne sert qu'à porter atteinte à une concurrence parfaite. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, l'Union européenne, au début, allait un petit peu à tâtons et a commencé à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour réussir à avoir des services publics, des services d'intérêt économique général, tout en ayant une concurrence. Comment maintenir malgré tout ces services d'intérêt économique général? Il faut bien comprendre par exemple que si on dit que le train est soumis à la concurrence, on va effectivement avoir des opérateurs économiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des concurrents à la SNCF. Des concurrents qui vont tout simplement acheter des trains, et puis si on donne à quelqu'un la gestion des rails, et bien cette personne va louer des moments de passage sur les rails, ce qu'on appelle les sillons. On peut aussi donner pendant un temps le monopole sur certains secteurs des rails en France. Imaginez que nous ouvrions la concurrence. La SNCF pourrait avoir un train qui part à 7h59 et nous pourrions avoir une autre entreprise, par exemple Veolia, par exemple Blablacar. Vous savez, Blablacar a fait des voitures, enfin a fait du covoiturage, puis après ils se sont mis à acheter un car. Pourquoi est-ce que Blablacar n'achèterait pas des trains? Et donc imaginons un train Blablacar qui parte à 8h05. Sur quelle ligne? Prenons la ligne Paris-Bordeaux. 7h59, le train de la SNCF, 8h05, le train de Blablatrain. D'accord? Si on avait ça, on aurait une concurrence, sachant que chacun pourrait amener des avantages ou inconvénients dans son offre de train. Par exemple, la SNCF pourrait vanter le fait qu'on est bien assis dans ses trains et faire du bon service, par exemple améliorer encore les voitures-bars, alors que Blablatrain pourrait très bien décider, par exemple, de faire du low cost, c'est-à-dire d'avoir un train qui soit le moins cher possible, un peu comme Ouigo. Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi la SNCF s'est un peu coupée en deux. Elle a son offre naturelle, qui est l'offre habituelle, on va dire, qui est l'offre normale, et puis elle a elle-même, la SNCF, en prévision de l'arrivée de la concurrence, prévu les trains Ouigo, qui sont les trains low cost de la SNCF. Comme ça, si un autre concurrent vient sur les rails en prévoyant du low cost, eh bien, les gens seront déjà habitués à sa propre marque Ouigo, qui est sa propre marque low cost, et elle risque de garder des parts de marché. Alors, vous voyez qu'on peut ouvrir comme ça. Mais, pour bien comprendre l'article 37 et l'article 106 du TFUE, il faut se rendre compte d'une chose. Sur quel type de transport, quel type de rail, eh bien, les entreprises viendront faire concurrence sur celles qui sont les plus rentables. Alors par exemple, le Paris-Lille est très rentable. Le Paris-Lyon, peut-être même le Paris-Lyon et Marseille, sont très rentables. Le Paris-Bordeaux doit l'être, le Paris-Nantes ou le Paris-Rennes aussi. Bref, vers les grandes villes, le Paris-Strasbourg aussi. Vers les grandes villes, on va avoir des trains qui sont plutôt rentables, des trains intéressants pour tout le monde. Mais est-ce que ces opérateurs vont venir
prester leurs services sur les tout petits trajets dans des toutes petites communes? Certainement pas. Or, est-ce qu'il n'y a pas un service d'intérêt économique général à avoir ces toutes petites lignes qui sont maintenues? Et c'est là tout le jeu de l'Union européenne, toute l'ambiguïté ou les possibilités offertes par ces articles 106 et 37 du TFUE. D'une part, il faut faire la concurrence sur les rails en général et sur d'autres services, mais d'autre part, ce qui apparaît comme des services non rentables vont être difficilement ouverts à la concurrence. Alors que faire? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité va être de dire, eh bien, pour s'assurer que les petits trajets sont encore faits par un concurrent, on va lui accorder un monopole partiel et pendant un temps réduit. On n'est plus dans le grand monopole de la SNCF qui est sans limite de temps et sur l'ensemble des trains partout en France. On va dire par exemple le Paris-Bordeaux et voir le Paris-Bordeaux-Toulouse, eh bien, on va le confier à un seul opérateur. Donc tous les 5, 10 ans, peut-être plutôt 10 ans, on va faire une mise en concurrence. Qui veut utiliser les rails Paris-Bordeaux et faire tourner des trains? Alors on aura des concurrents qui vont arriver, Blabla Train dont je vous parlais, peut-être Easy Train, hein, une filiale de EasyJet. Bien entendu, on va avoir la SNCF, et puis on va avoir peut-être d'autres entreprises qui vont se regrouper, Veolia, ou les entreprises qui font déjà des bus dans les villes. Bref, il y a beaucoup d'entreprises de transport qui seront peut-être intéressées par acheter des trains et faire ce service de transport. Mais on ne va pas leur donner que la grande ligne. On va aussi dire, si vous prenez la grande ligne qui rapporte de l'argent, eh bien on va vous obliger à vous occuper aussi de petites lignes. Ces petites lignes qui en perdent de l'argent. On sait très bien qu'elles en perdent. Mais c'est un service d'intérêt économique général. On ne veut pas que les trains en France se limitent à des grandes lignes rentables. Donc, pour obliger à maintenir ce service, qui est un service d'intérêt général, les petites lignes, c'est d'intérêt général. C'est ce que nous, on appelle le service public. Hein, ce sont des lignes d'intérêt général, mais qui sont économique. Et bien donc, on va vous obliger à utiliser l'argent que vous gagnez sur la grande ligne rentable pour perdre un peu d'argent sur les petites lignes pas rentables. Voilà, en faisant une sorte de package, de groupement de lignes qu'on accorde à un opérateur et dans lequel, normalement, s'il gère bien sa ligne, il devrait gagner de l'argent. Alors, ça, c'est une première possibilité qui est ouverte depuis assez longtemps par deux grands arrêts du droit de l'Union européenne. D'abord, un arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1993, CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau. Paul Corbeau, C-A-O-R-B-E-A-U, comme un corbeau. Affaire C-320/91. Et puis, deuxième arrêt, Cour de justice du 27 avril 1994, CJCE, 27 avril 1994, commune d'Almelo, A-L-M-E-L-O. Commune d'Almelo, A-L-M-E-L-O, c'est 393/92. Donc, dans ces arrêts, la Cour de justice va accepter qu'on donne un monopole sur certains services publics rentables, qu'on va appeler des services d'intérêt économique général, avec en plus une activité non rentable qui va être financée par le monopole de l'activité rentable. En fait, c'est en quelque sorte, on vous garantit, si vous gérez bien, d'avoir des gains, et on vous garantit aussi des lignes où vous en perdez. Globalement, vous devriez pouvoir en gagner. C'est bien compris? Voilà. Alors, cette approche, eh bien, elle a un petit peu évolué depuis. Elle a évolué avec d'autres possibilités d'avoir des services d'intérêt économique généraux qui sont maintenus. La première raison, qu'est-ce que c'est? Première façon de faire, c'est aussi ce qu'on va appeler les compensations de services publics. Qu'est-ce que c'est qu'une compensation de services publics? C'est une autre méthode.
Reprenons notre hypothèse du train. On peut dire qu'il y a concurrence sur la grande ligne Paris, Bordeaux, Toulouse. Soit. Que vont devenir les petites lignes? Eh bien, à ce moment-là, il y a une première solution qui est de dire on va maintenir la SNCF sur les petites lignes. Cette entreprise, elle va être chargée du service d'intérêt économique général, les SIEG. Alors vous allez me dire, mais oui, mais du coup, la SNCF va perdre de l'argent parce qu'elle ne va même plus gagner tout l'argent sur le Paris, Bordeaux, Toulouse, puisqu'elle aura des concurrents qui vont lui prendre des parts de marché. Donc elle va peut-être diviser par 2, par 3 le bénéfice qu'elle aura de cette ligne. C'est vrai. Et donc, elle va perdre en plus de l'argent sur les petites lignes. Mais on est en train de couler la SNCF. Non, pas si on dit, ces petites lignes non rentables, eh bien, on considère qu'elles sont tellement importantes, elles sont des activités, des services d'intérêt général, économique, mais d'intérêt général. Donc, l'État va prendre à sa charge une compensation. L'État va donner de l'argent, combler les pertes des petites lignes, c'est-à-dire qu'on va socialiser ce risque-là. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de socialiser le risque? Ça veut dire qu'on va faire payer par les impôts, par l'ensemble des Français, l'intérêt général que représentent les petites lignes non rentables. Ça, c'est une deuxième possibilité, ce sont les compensations de services publics. Cette idée de compensation de services publics, elle est née dans un arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans. CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, A-L-T-M-A-R-K. A-L-T-M-A-R-K, Trans, Altmark Trans, affaire C280/00. Alors, ça permet en réalité de payer, de verser à l'entreprise qui est chargée de mission de service public des subventions, de l'argent, qui vont avoir pour objet de compenser les pertes du service public. C'est ce qu'on appelle des compensations de service public. Voilà. On va avoir ensuite la reprise de cette idée-là dans ce qu'on va appeler le paquet Almunia, c'est-à-dire un ensemble de directives et de règlements qui vont aller dans le même sens sur d'autres types de services ou d'autres types d'hypothèses qu'Altmark Trans. Après, on peut aussi avoir une troisième façon de maintenir le service public alors qu'on met de la concurrence. Quelle est cette troisième façon? Cette troisième façon, reprenons toujours notre exemple du train, on va avoir notre ligne Paris, Bordeaux, Toulouse. Elle est rentable et on la met en concurrence. Mais plutôt que de charger la SNCF de ça, eh bien on va dire, je vais charger toutes les entreprises qui vont avoir le droit de rouler sur cette ligne principale d'une partie du service public, d'une partie de ces services d'intérêt économique général. Donc on va par exemple dire à la SNCF, vous avez les petites lignes qui vont au sud de Bordeaux, et puis on va dire à Blablatrain, vous avez les petites lignes qui longent la ligne, c'est-à-dire qui partent du Paris-Bordeaux et qui vont à La Rochelle, etc. Et puis on va dire par exemple à Veolia Train, eh bien vous avez toutes les lignes qui sont autour de Toulouse pour aller à Albi, à Carcassonne et dans les villes autour. Chacun va donc perdre un peu d'argent. Mais comme il perd de l'argent, si on lui permet d'en gagner sur la grande ligne, eh bien cela peut être équilibré. Si ça n'est pas équilibré, on peut, là encore, faire des compensations de services publics, c'est-à-dire qu'on va toujours socialiser le risque, et l'État va donner de l'argent à chacune de ces entreprises au prorata des petites lignes qu'elle va gérer. On n'est pas obligé de donner la gestion de ces petits risques et la compensation des petites lignes et la compensation à une seule entreprise. On peut le donner à toutes les entreprises. Alors on a un exemple de choses qui marchent un peu comme ça, c'est la fibre optique. Aujourd'hui, il serait stupide que chaque opérateur se mette à mettre une fibre optique dans toutes les rues pour pouvoir proposer son service à tout le monde. Non, la fibre optique est assez puissante au regard de ce dont on a besoin aujourd'hui pour mettre une fibre optique pour tous les opérateurs. Eh bien, les opérateurs se voient répartir les rues d'une ville. Dans votre rue, c'est peut-être Orange, dans la mienne, c'est peut-être Free, dans celle d'un autre, c'est peut-être SFR. Et dans chacune de ces rues, un opérateur va mettre la fibre. On va compenser le coût que ça représente en lui donnant un monopole pendant 1 an. Il sera le seul pendant 1 an à avoir le droit de proposer la fibre optique dans les différents immeubles. Et puis,
au bout d'un an, eh bien n'importe lequel des opérateurs pourra utiliser la fibre optique placée par l'un d'entre eux. Et c'est comme ça que, en quelques mois, eh bien, tout le monde peut avoir accès. Est-ce que l'État, est-ce que les communes ont beaucoup investi? Ça arrive parfois, mais quand la ville est assez grande et que le marché est assez intéressant, eh bien, les opérateurs mettent eux-mêmes, et ça ne coûte rien à l'État ou aux personnes publiques, type les communes. Voilà. Vous voyez, on a ce type de phénomène là. Donc 3 façons de financer le service public, soit par un ensemble de contrats où on aura une grande ligne rentable et des petites lignes rentables. Deuxième façon, soit en disant on va faire la concurrence sur la grande ligne, mais l'État va compenser à un seul opérateur la gestion des petites lignes, soit en disant on va faire la concurrence sur la grande ligne, mais on va avoir tous les opérateurs chargés d'un peu des petites lignes. Si ça rapporte assez avec la grande ligne, on ne donne pas d'argent. Si ça n'en rapporte pas assez, on peut là encore compenser chacun en fonction de ce qu'il a apporté au service public. Vous voyez que l'idée même du service public n'est pas forcément contraire à l'idée de la mise en concurrence. On peut trouver d'autres moyens d'organiser les choses pour que la concurrence soit possible, avec l'avantage potentiel que les prix vont baisser et que nous allons avoir des meilleurs trains. C'est vrai que quand il y a de la concurrence, de temps en temps, il y aura des meilleurs trains. Pensez par exemple qu'il pourrait y avoir des trains plus chers, non pas pour vous étudiants, mais pour les hommes d'affaires. Où on leur dirait, mais voilà, vous avez des bonnes conditions de travail, une sorte de wagon dans lequel il y a des bureaux, et vous pouvez vous installer, il y aura la 5G qui ira très très vite, vous vous installez là, vous travaillez pendant les 3 heures de trajet ou les 4 heures entre Paris et Toulouse, et puis quand vous arrivez le matin, quand vous arrivez à Paris, vous avez déjà abattu 4 heures de boulot. Ou même des salles de réunion directement dans le train pour préparer une réunion qui se passera à Paris, ou vice-versa, préparer une réunion qui se passera à Toulouse. Bref, vous voyez qu'il y aura des nouveaux services, donc une amélioration potentielle du service public, peut-être même que dans les wagons-bars, il y aura à manger bon et moins cher. Rien de certain, mais normalement, le libéralisme devrait arriver à ça. Alors, voilà sur cette idée. Alors, je vous ai déjà présenté les SIEG. On va voir qu'en réalité, il y a différentes notions de services européens. Grand B, les différentes notions européennes de services publics. Grand B, les différentes notions européennes de services publics. Alors en France, je ne vous ai parlé que du terme de service public, c'est notre tradition. On a même un seul terme pour différents sens, on en a parlé au tout début. C'est un terme qui a plusieurs significations plus ou moins juridiques. On s'est arrêté sur une définition juridique qui nous intéresse, mais effectivement, le droit européen n'a pas utilisé ce terme. En fait, ça n'est pas si vrai. Il a utilisé ce terme sous l'influence française dans 2 hypothèses, d'une part pour les transports, où il parlait de services publics, et d'autre part pour les concessions de services publics. On verra ce que c'est un contrat, mais c'était des anormalités. Le droit, en général, de l'Union européenne, on peut le dire, ne connaît pas l'idée même, ne connaît pas le concept de service public. Alors, malgré tout, l'Europe se rend compte qu'il y a des activités qu'il est intéressant de traiter hors marché, ou sur lesquelles le marché va avoir moins d'influence, ou plutôt des notions qui vont elles-mêmes avoir une influence sur le marché. Alors, voyons ces différentes notions. Commençons par celles que nous avons déjà vues. Petit 1, les SIEG. Petit 1, les SIEG. Services d'intérêt économique général. Alors, les SIEG, ce sont les plus courants. C'est la notion qui est la plus utilisée par le droit de l'Union européenne, en ce sens qu'il regroupe l'ensemble des services rendus par ce qu'on appellerait des entreprises d'intérêt général. Encore une fois, des entreprises nationales, type la Poste, les télécommunications, type le gaz, l'électricité, voilà, Internet même en partie. Ces grandes entreprises d'intérêt général vont être globalement des SIEG. Ce qui caractérise ces grandes entreprises en France, c'est qu'il y a encore quelques années, elles étaient organisées le plus souvent par des entreprises publiques, des grandes entreprises qui étaient sous le contrôle total de l'État, soit parce qu'elles étaient des personnes publiques, des établissements publics, comme ça a été le cas par exemple de EDF, GDF ou la SNCF, soit parce que c'était des entreprises privées qui étaient à 100% ou majoritairement publiques.
Alors, sauf que il s'agit ici, non pas a priori, de changer nécessairement leur statut, mais de dire, si vous êtes titulaire de droits exclusifs et spéciaux, on va les réduire au minimum de manière à avoir un maximum de concurrence sans vous faire couler. Voilà. Donc c'est vraiment, les SIEG, une approche du service public qui est purement économique, purement marché. D'accord? Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres modalités de service public qui sont moins économiques, qui ressemblent en fait dans l'esprit un petit peu plus à notre approche du service public, c'est-à-dire une approche du service du public, une activité de service d'intérêt général, contrôlée ou par une personne publique, soit parce qu'elle l'assure, parce qu'elle l'assume. Et vous voyez que dans la définition française que je viens de vous donner, rappelée du service public, eh bien dans cette définition, à aucun moment on vous parle de marché. On ne vous parle pas de marché, on ne vous parle pas d'économie, on vous dit que c'est un service public, qu'il est d'intérêt général et qu'il est organisé ou assuré par la personne publique. Donc on voit bien que cette idée du SIEG est vraiment nouvelle, elle part de ce principe libéral européen. D'autres notions sont plus proches de la nôtre. Par exemple, petit 2, les SIG. Petit 2, les SIG. Pas les SIEG, c'était le 1, SIG, c'est le 2. Qu'est-ce que c'est que les SIG? Eh bien précisément, ce sont les services d'intérêt général. Services d'intérêt général qui ont perdu leur E, c'est-à-dire qui ont perdu leur caractère économique, qui n'ont pas de caractère économique. Les SIG, ce sont les services non économiques d'intérêt général. Alors, ces services non économiques d'intérêt général, ils ont de plus en plus d'importance en droit de l'Union européenne. L'Union européenne a commencé, avec Lisbonne, à s'intéresser à ces services en se disant, au fond, avant ça, nous étions la communauté économique européenne, donc on avait une compétence économique, et on avait inventé les SIEG. Mais maintenant, on sait que l'Union européenne n'est plus seulement un groupement économique, n'est plus seulement fait pour faire un marché unique. On a aussi une autre dimension, une dimension plus sociétale. Alors, on va avoir un article 2 du protocole numéro 9 du traité de Lisbonne, qui est sur les services d'intérêt général. Sur les services d'intérêt général, et qui décide, qui essaye d'organiser comment on fournit, fait exécuter, organise les services non économiques d'intérêt général. Fournit, fait exécuter et organiser les services non économiques d'intérêt général. Article 2 du protocole numéro 9 du traité de Lisbonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces services d'intérêt général au sens de l'Union européenne? Eh bien, ces services vont être des services en partie régaliens, la police, la justice, la défense, la diplomatie, mais on va aussi leur apporter des services qui sont un peu moins régaliens, comme par exemple l'enseignement, voyez, voire l'hôpital, services un peu sociaux. Donc, police, justice, diplomatie, défense, mais aussi enseignement ou santé, on voit bien qu'on commence à se rapprocher d'une certaine idée du service public tel qu'on l'a en droit français. Ça, c'était la deuxième notion européenne de service public, les services d'intérêt général. Troisième notion, c'est la dernière, troisième notion, petit 3, le service universel. Petit 3, le service universel. Ce service universel, pendant un temps, on a cru que ça y est, c'était ça le véritable service public à la française, qui s'appelait service universel, convenait tout à fait. Malheureusement, on s'est rendu compte que l'Union européenne allait en réduire de manière extrêmement importante, le champ. Il s'agit en réalité d'un cas particulier. Un cas particulier, ce sont les télécommunications et les postes, et même plus principalement aujourd'hui, les postes. Alors, ce que l'Union européenne entend par service universel va être un service qui est le cœur de notre service public. C'est-à-dire qu'on va essentiellement se dire qu'il y a des valeurs, des qualités, des lois qui doivent régler ces services publics. Un service qui est accessible notamment à tous. Accessible à tous à un prix abordable.
Là, on a vraiment cette idée de la poste. Vous savez que la poste, en général, on va avoir le même prix de timbre, quel que soit l'endroit où on l'envoie. Alors, ça va être le cas quand on envoie une lettre dans la rue d'à côté. Si vous devez envoyer une lettre dans la rue d'à côté, ce qui peut arriver, une entreprise qui a son siège pas loin de chez vous, eh bien, elle va envoyer une lettre avec un timbre normal, alors que eh bien, ça ira au bureau de poste, ça repartira directement chez vous et ce sera livré très vite. A l'inverse, ce prix sera aussi le même en France lorsque vous enverrez une lettre à Mafat. Qu'est-ce que c'est que Mafat? Je sais que c'est ça qui vous turlupine. Mafat, quand nous sommes à La Réunion, il y a un volcan éteint, la plaque a bougé, il y a un volcan actif. Et ce volcan éteint, les chambres magmatiques, là où il y avait le magma avant, se sont écroulées. Elles ont été ravinées par de la pluie pendant quelques dizaines de milliers d'années. Et on se retrouve aujourd'hui avec des cirques. Des cirques à La Réunion, il y en a 3, Mafat, Salazie et Sillaos. Ces cirques-là, il y en a un qui est fermé. Il y en a un qui n'a pas de route pour y accéder, et pourtant c'est énorme, j'essaierai de vous mettre une photo, et énorme et magnifique, je vous invite tous à y aller. Et donc ce cirque de Mafat, on ne peut y aller qu'à pied. Et il se trouve que, eh bien, comme des gens y habitent, des gens assez nombreux. Comment est-ce qu'on fait pour leur livrer les lettres? Eh bien, il y a le fameux facteur de Mafat. Facteur de Mafat qui fait des heures de marche, plusieurs fois par semaine, pour aller apporter les lettres au cœur de ce cirque de Mafat à La Réunion. La Réunion, pour ceux qui l'ignoreraient, eh bien, c'est loin. La Réunion, c'est à côté de Madagascar, dans l'océan Indien. Ça veut dire que nous avons le même timbre, à la même valeur, pour aller dans la rue d'à côté, à 100 mètres de là où elle a été envoyée, même si par ailleurs elle passe, cela étant, par la poste, mais qui peut elle-même être très près, et pour avoir une lettre qui va au bureau de poste, qui part à l'aéroport, qui prend l'avion, qui atterrit à Saint-Denis de la Réunion, après ça, qui prend la voiture, qui va jusqu'au bureau de poste de Saint-Paul, qui est emmené à pied par le facteur de Mafat dans Mafat pour être enfin distribué. Quelque chose comme 10 000 km, quelque chose comme 2-3 heures à pied, 4 heures à pied, pour être livré au même prix. Voilà, là, vous avez un exemple particulièrement probant de ce qu'est le service universel. Accès à tous au service, y compris à ceux qui habitent dans Mafat. On aurait pu leur dire non, il y a de la concurrence, vous allez directement chercher ça vous-même ailleurs. Non, non. Accès du service à tous, et puis à un prix parallèle ou équivalent. Paradoxalement, ce service, qui ressemble beaucoup à notre service public, ne s'est pas tellement étendu. Comme je vous le disais, eh bien, il s'est limité en réalité à la situation de la Poste, et aujourd'hui, on n'a trouvé aucun autre service universel, alors même que, comme nous le ferons en fin de chapitre sur le service public, eh bien, vous verrez que, l'air de rien, l'idée d'un accès égal à tous, à des prix similaires ou équivalents, eh bien, font partie des valeurs du service public et que beaucoup en France auraient aimé que l'on développât le service public, au sens de service universel. Voilà. Sur cela, nous allons passer, je vous invite, à la section 2, les différentes catégories de services publics. Section 2, les différentes catégories de services publics. Alors, nous allons commencer tout de suite par un paragraphe premier, les services publics constitutionnels. Paragraphe premier, les services publics constitutionnels. Les services publics constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a décidé à plusieurs reprises d'utiliser l'expression service, je vais la citer, entre guillemets, service public dont la nécessité découle de principes ou de valeurs constitutionnelles. Service public dont la nécessité découle de principes ou de valeurs ou de règles de valeurs constitutionnelles. Service public dont la nécessité découle de principes ou de règles de valeurs constitutionnelles. Cela étant, on a un problème, c'est que jamais le Conseil constitutionnel ne nous a donné de définition de ce qu'étaient les services publics constitutionnels. Alors, est-ce que on peut les déterminer? Ce serait bien s'il y avait des décisions qui nous disaient même « Ah, celui-là est un service public constitutionnel ».
bien, figurez-vous que ça non plus, ça n'est pas arrivé. Jamais le Conseil constitutionnel n'a encore reconnu officiellement ce service public qui est un service constitutionnel, public constitutionnel. Alors, on est bien embêté. On est bien embêté, mais le raisonnement logique peut nous aider à répondre en partie à cette catégorie des services publics constitutionnels. On a deux éléments de définition. D'une part, dans de nombreuses décisions, le Conseil constitutionnel nous précise que tel ou tel service n'est pas requis par la Constitution. Alors ça a été le cas notamment des banques, du crédit, de l'assurance. Banque, crédit, assurance. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, lorsque, en 1982, toutes les banques, les crédits et l'assurance se sont retrouvés nationalisés par François Mitterrand et son gouvernement. Donc, le gouvernement nationalise les banques, crédits et l'assurance. La droite, à l'époque dans l'opposition, va devant le Conseil constitutionnel en disant « mais c'est complètement anormal, pourquoi on n'a pas le droit de nationaliser ça ?» Et le Conseil constitutionnel nous dit « non, non, ce ne sont pas des services publics constitutionnels, mais néanmoins, on peut les nationaliser, ça ne dérange pas. » Alors, c'est le cas aussi de la télévision. La télévision n'est pas un service public constitutionnel, nous dit le Conseil constitutionnel. C'est le cas plus récemment des communications électroniques, ou même de la distribution de gaz. En fait, à chaque fois qu'il y a des nationalisations, ou au contraire des privatisations de grandes entreprises, eh bien, des gens essayent de faire reconnaître des services publics constitutionnels. Et banque, crédit, assurance, télévision, communication électronique, distribution de gaz, le Conseil constitutionnel a toujours répondu non, non, tout ça, ce ne sont pas des services publics constitutionnels requis par la Constitution. Alors, d'autre part, la logique elle-même nous permet de penser que certaines activités qu'on qualifie de services publics sont écrites dans la Constitution. Lesquelles? On va penser par exemple au maintien de l'ordre, à la défense, à la diplomatie. Il y a une loi de financement de la sécurité sociale, ce qui laissera entendre que la santé aussi, voire la sécurité sociale, sont des grands services publics. L'aide sociale, l'enseignement. Il est à penser que l'ensemble de ces services-là puissent être des services publics constitutionnels. Alors, même si on n'a pas de certitude, et même si cette catégorie a été créée sans contenu par le Conseil constitutionnel, on peut quand même y voir un intérêt. Savoir que c'est un service constitutionnel veut dire qu'une loi ne pourrait pas leur retirer leur caractère de service public sans, si elle est déférée au Conseil constitutionnel, a priori ou a posteriori, eh bien, sans que le Conseil constitutionnel interdise de porter une atteinte excessive à ce service public, maintienne un minimum de règles du service public. Ce serait intéressant parce que le Conseil constitutionnel pourrait nous dire qu'est-ce que c'est que ce minimum de service public dans ces matières-là. C'était donc la première distinction, les services publics constitutionnels et les autres. Deuxième distinction, beaucoup plus importante doctrinalement, en quantité, en arrêt, etc., c'est un paragraphe 2. Paragraphe 2, les SPIC et les SPA, SPIC et SPA. En fait, je vous donne les acronymes dans le titre, les SPIC et les SPA, mais on va parler ici de la distinction entre les services publics administratifs, SPA, les services publics administratifs, et les services publics industriels et commerciaux, les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, services publics industriels et commerciaux. Alors, la grande question va évidemment être de distinguer quels sont les SPIC, quels sont les SPA. Dans le début de notre historique sur le service public, quand j'ai parlé du 19e siècle, du début du 20e siècle, je vous ai dit qu'on avait surtout des services publics régaliens, des très grands services publics très marqués. Diplomatie, défense, maintien de l'ordre, etc. Plus quelques services un peu plus sociaux, type l'éducation, les hôpitaux, on pourrait même, à la limite, y mettre les musées. Eh bien, ces différents services-là sont des services publics administratifs. On voit bien qu'ils ont pour objet uniquement le service du public sans pouvoir être mis en concurrence ou de manière très compliquée. C'est le cas défense, diplomatie,
maintien de l'ordre, justice. On voit bien qu'on voit mal comment on pourrait les mettre en concurrence, même si au fond on pourrait prévoir des milices privées, ça n'est pas notre culture. Et c'est un petit peu plus tendancieux pour des grands services publics, qui sont des services publics qui ont l'air d'être plutôt administratifs, pas mis en concurrence, mais dont on verra que peut-être parfois ils peuvent l'être. L'éducation, on l'a déjà évoqué. L'éducation, au fond, est-ce qu'elle ne pourrait pas être privée, au moins par exemple après le bac, ou au moins après 16 ans? C'est envisageable. Est-ce qu'elle l'est déjà? Oui, en partie. C'est le cas des hôpitaux. Les hôpitaux, est-ce qu'ils ne pourraient pas être privés, comme aux États-Unis, comme dans plein de pays du monde? Si, ils pourraient, c'est d'autant plus vrai qu'ils le sont déjà, en partie, on appelle ça des cliniques. Les musées, est-ce que les grands musées nationaux, type le Louvre, etc., sont les seuls musées qui existent? Est-ce qu'il n'y a pas des musées privés? Si, ça existe en partie. Et on voit qu'on a une ambiguïté, ça n'est pas seulement quel service qui va nous permettre de savoir si c'est un service public administratif ou industriel et commercial. Notamment sur l'éducation, les hôpitaux, les musées, il y a une ambiguïté, une double situation, parfois publique, parfois privée. On y reviendra, rassurez-vous. Le service public industriel et commercial, pour sa part, est lui arrivé en 1921. 1921, par un arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain. Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain. L'arrêt dit du BAC DELOCA, D-E-L-O-K-A. Société commerciale de l'Ouest africain, SCOA, ou l'arrêt du BAC DELOCA, comme il est appelé le plus souvent. Alors je voudrais vous dépeindre la situation. Nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire, au sud d'Abidjan même, il y a une lagune, c'est-à-dire qu'au bord, il y a la plage, au sud, et puis au-dessus, il y a de l'eau saumâtre, de l'eau moitié eau douce, moitié eau salée, qui font une forme de lac. Au bord de la mer, il y a un petit peu une sorte de capital économique fait par les colons, et au nord de cette lagune, il y a la capitale Abidjan. Pour aller d'Abidjan jusqu'à cette petite capitale économique, eh bien, il faut qu'il y ait un bac qui traverse. Ce bac traverse avec différents biens et services dessus, et ce bac est organisé par la colonie de la Côte d'Ivoire. Colonie qui est une personne publique. Que se passe-t-il? Un jour, alors qu'il y a une ou deux voitures sur ce bac, eh bien, le bac coule. Et les voitures coulent. L'une des voitures appartient à la Société commerciale de l'Ouest africain. Et cette Société commerciale de l'Ouest africain veut être indemnisée du fait que le bateau a coulé et que la société a perdu sa voiture et son chargement. La question qui se pose, c'est qui est compétent? Est-ce que c'est le juge administratif ou est-ce que c'est le juge judiciaire? C'est pour ça que le tribunal des conflits vient, dans cette affaire, rendre un arrêt. Tribunal des conflits qui doit répartir les compétences. Et que nous dit-il? Il nous dit, effectivement, le bac qui a coulé est bien un service public. Il est bien géré par une personne publique, il est géré par la colonie. Mais, nous dit-il, j'ouvre les guillemets, la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. Dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. On a un service de transport qui est exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. Qu'en tire comme conclusion le tribunal des conflits? Eh bien qu'il faut donner la compétence de cette affaire au juge judiciaire. Catastrophe pour tous les tenants de la théorie du service public. Mais oui, souvenez-vous, Duguy, Gèze, Bonnard, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, quand il y a service public, nécessairement, il y a droit administratif. Pourquoi? Parce que quand il y a service public, il faut donner la compétence au juge administratif, et dans ce cas-là, il y a droit public, droit administratif. Que nous dit le tribunal des conflits dans cette affaire? Non. Il y a bien un service public, mais ce service public est géré comme un industriel ordinaire. Donc, je vais le soumettre au droit privé. Catastrophe parce que cela veut dire que le service public n'est plus l'unique critère
du droit administratif. Il ne peut plus servir de critère au droit administratif. C'est ce que l'on appellera très peu de temps plus tard les services publics industriels et commerciaux. Les services publics industriels et commerciaux seront donc soumis au droit privé et iront devant le juge judiciaire, tandis que les services publics administratifs iront devant le juge administratif. Alors, avant de développer ces idées-là, il y a eu à un moment une petite évolution qui a voulu développer une troisième catégorie. Cette troisième catégorie n'a presque pas eu de suite. Mais l'arrêt est connu et je voudrais vous le citer pour que vous le connaissiez. L'arrêt Bagh-Deloka est évidemment à 3 étoiles. L'arrêt que je vais vous citer est un arrêt 2 étoiles qui convient de connaître même s'il n'a pas eu de suite. La troisième catégorie a été créée en 1955 et encore une fois, on peut considérer qu'elle n'existe plus cette catégorie. Ce sont les services sociaux. C'est un arrêt du tribunal des conflits, lui aussi, du 22 janvier 1955, Naliato, N-A-L-I-A-T-O, tribunal des conflits, 22 janvier 1955, Naliato, qui crée les services publics sociaux, les services sociaux, mais ça n'a pas eu de suite. Alors, le grand problème, ça va être la distinction entre les SPIC et les SPA. Grand A, le critère de distinction entre SPIC et SPA. Grand A, le critère de distinction entre SPIC et SPA. Lorsque l'État était peu interventionniste dans l'économie, c'est-à-dire avant les années 20-30, l'entre-deux-guerres pendant l'entre-deux-guerres a eu lieu cette idée du socialisme municipal, de l'intervention de l'État, de l'intervention des collectivités territoriales dans l'économie. Avant cela, eh bien, la quasi-totalité des services publics étaient des services publics administratifs. Encore une fois, défense, police, justice, éducation. Éducation de base notamment. Alors, les services d'intérêt général, qui étaient plus économiques, pour ne pas reprendre le terme du droit de l'Union européenne, étaient gérés par des personnes privées. Comment est-ce qu'elles étaient gérées par des personnes privées? Simplement parce que l'État, quand il voulait développer une activité plus économique, eh bien, disait « je vais l'assumer et non pas l'assurer », c'est-à-dire que je vais l'organiser, et je vais choisir quelqu'un, soit par acte unilatéral, soit par contrat, pour réussir à l'exploiter. Ça a été le cas de la plupart de nos très grands services publics. Nos grands services publics à la française ont en fait été créés par le privé. On l'oublie trop. Comment est-ce qu'on avait de l'électricité avant la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien simplement en étant abonné à une compagnie électrique locale. Il y avait de l'électricité de Toulouse et le Basacle, les barrages sur la Garonne, servaient notamment à faire de l'électricité pour la ville de Toulouse. Et chaque ville avait son concessionnaire d'électricité. Aujourd'hui encore, une partie des services publics sont locaux de ce type-là. On a des entreprises locales de distribution d'eau qui n'ont jamais été nationalisées. Eh bien, on avait la même chose avec l'électricité. Les autres grands services publics ont aussi été faits par des entreprises privées. Prenez l'exemple du train. On pense que la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, a créé les lignes de chemin de fer. Ça n'est pas vrai. En réalité, au départ, puisqu'il s'agissait d'un service industriel et commercial, économique, eh bien, qu'a fait l'État? Elle a donné par contrat à des entreprises privées des lignes de chemin de fer. Une entreprise était chargée du PLM, Paris-Lyon-Marseille, une autre était chargée d'aller vers Bordeaux et le sud-ouest, une autre était chargée d'aller à Nantes, à Rennes, une troisième était chargée d'aller à Lille, une quatrième dans l'ouest, et même vous avez la preuve de ça. Les preuves de ça viennent dans le Monopoly. Dans le Monopoly, vous avez 4 grandes gares parisiennes. En fait, il y a bien plus que 4 grandes gares parisiennes. Il y en a 6 ou 7 qui correspondaient à différents concessionnaires du service public des transports ferroviaires. D'ailleurs, la gare du Nord est à quelques centaines de mètres de la gare de l'Est. Pourquoi? L'entreprise qui devait faire la ligne de chemin de fer et l'exploiter vers le Nord a été mise à un endroit dans Paris qui était inoccupé, et à côté s'est mise l'entreprise qui était chargée de faire la ligne de chemin de fer qui allait vers l'Est. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, nous avons en France des lignes de chemin de fer qui sont toutes concentrées vers Paris. Parce que lorsque les concessions ont été données, lorsque les contrats ont été donnés à des entreprises privées pour créer les rails et les exploiter, eh bien,
eh bien, on l'a fait en découpant la France un peu comme on le ferait d'un camembert. Alors, c'est après, alors que ces entreprises étaient dans des situations financières très mauvaises, qu'en 1936, eh bien, elles ont été fusionnées dans une société nationale, c'est-à-dire que les actions de tous les concessionnaires ont été rachetées, et il y a une société nationale des chemins de fer français, la fameuse SNCF qui a été créée, SNCF qui a été transformée en 82 en établissement public, en personne publique et non plus en société commerciale, et puis l'an dernier, cette SNCF est redevenue un groupe de sociétés commerciales pour cette possible mise en concurrence, cette mise en concurrence demandée par l'Union européenne, dont on va voir les effets dans les années à venir. Donc, vous voyez, la plupart de nos grands services publics ont été faits par des concessions. Dès que c'était économique, il y avait un contrat, ce contrat était transmis à une personne privée, et cette personne privée devait créer le réseau, bien souvent quand il y avait un réseau, et exploiter le service public. Alors, l'apport, on avait ça d'ailleurs aussi, par exemple, pour l'éclairage des rues, à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'apport de l'arrêt Bagdell-Oka est en fait double. D'abord, il y a une grande modification de la vision de l'État. Pourquoi? Parce que le tribunal des conflits accepte qu'une personne publique, cette fois-ci, exerce un service public industriel et commercial. D'accord? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le socialisme municipal. L'idée qu'après la Première Guerre mondiale, eh bien, les personnes publiques elles-mêmes n'ont pas donné des contrats pour faire un service public économique, mais ont géré elles-mêmes des services économiques. En réalité, c'est assez nouveau. Ça date des années 1920-1930. Donc, l'État, les personnes publiques peuvent avoir une activité de service public économique. Ensuite, deuxième apport de l'arrêt Bagdell-Oka, eh bien, c'est qu'il soumet ces personnes publiques au droit privé lorsqu'elles exercent ces services publics industriels et commerciaux. Grande révolution, grand deuxième apport, puisque souvenez-vous que c'est l'inverse de Blanco. L'arrêt Blanco lui-même laissait entendre que c'est le service public qui faisait qu'on était soumis au droit public. Et cet arrêt-là dit non, si le service public est industriel et commercial, on va vous soumettre au droit privé. D'accord? Soit en passant, les manufactures des tabacs sont des services économiques et après l'arrêt Bagdell-Oka, eh bien, alors que ces manufactures de tabac qui avaient fondé le droit administratif dans l'arrêt Blanco, eh bien, après l'arrêt Bagdell-Oka de 1921, eh bien, ces activités de manufacture des tabacs devenaient des SPIC, services publics industriels et commerciaux, et donc soumis au droit privé. Donc la vraie question qui se pose, c'est comment fait-on la distinction entre les deux? Il y a deux manières, d'une part par les textes, qu'on verra en petit 1, et d'autre part par le faisceau d'indices que je vais devoir vous expliquer, que nous verrons en petit 2. Petit 1, la distinction par les textes. Petit 1, la distinction par les textes. Alors, parfois, la loi ou le règlement qui crée le service public va déterminer directement s'il s'agit d'un SPIC ou s'il s'agit d'un SPA. Alors, par exemple, c'est pas si courant, mais ça existe, la Poste est passée de gestionnaire de SPA, service public administratif, c'est ce que disait un arrêt, une étoile, du tribunal des conflits, du 24 juin 1958, URSO, U-R-S-O-T. Donc au départ, on considère que la Poste c'est un SPA, tribunal des conflits, 24 juin 58, URSO, et elle est passée de SPA à gestionnaire d'un service industriel et commercial, mais même un statut d'établissement public industriel et commercial, on verra, par la loi du 2 juillet 90, qui lui donne statut d'établissement public, 2 juillet 90. Donc vous voyez que la loi peut dire que le même service, peut dire que ce même service que la jurisprudence avait qualifié de SPA, devient un SPIC. Pas de problème. Lorsque la loi qualifie, je vous l'ai déjà dit, vous savez, la jurisprudence ne peut pas aller contre, n'entre pas en conflit avec le fait que la loi qualifie quelque chose. Petit 2, la distinction par le faisceau d'indices. La distinction par le faisceau d'indices. Alors, ce système du faisceau d'indices est assez compliqué à expliquer aux étudiants de deuxième année. Dans tous les cas où les textes ne disent rien, il faut trouver des critères pour que on puisse qualifier un service de SPIC ou de SPA. Comment va-t-on faire? Vous savez que d'habitude,
va avoir une série de critères cumulatifs ou alternatifs. Ça va être très simple. Regardez même la notion même de service public est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Un service d'intérêt général, donc une activité de service d'intérêt général, qui est assurée ou assumée par une personne publique. On a trois critères cumulatifs, une activité de service d'intérêt général par une personne publique. Mais dans ce critère par une personne publique, on va avoir deux possibilités, donc des critères alternatifs, soit assurés, soit assumés. Et en fait, de manière logique, quand on cumule ou les critères alternatifs et cumulatifs, eh bien, on va réussir à qualifier quelque chose. La technique du faisceau d'indices est plus fine, plus subtile et plus aléatoire, moins complète que celle des critères alternatifs et cumulatifs. Comment est-ce que ça va se passer? Plutôt que de dire ils sont là, c'est bon, ils ne sont pas là, c'est pas bon les critères, eh bien, on va les sous-peser. Le juge va dire oui, c'est plutôt, le critère est plutôt oui, le critère est plutôt non. Donc, on va avoir des critères qui feront, ce critère rapporte, qualifie plutôt l'activité de SPIC, qualifie plutôt l'activité de SPA. Et c'est par l'ensemble du fait d'avoir ces critères qui sont sous-pesés qu'on va réussir à qualifier. Comme si, à chaque critère, quand le juge l'appliquait, il donnait une note de SPIC ou de SPA. Alors, par exemple, il mettait une note sur 10 à chaque critère en disant je vais 7 points sur SPA, 3 points sur SPIC. Et puis, deuxième critère, 5 points sur SPA, 5 points sur SPIC. Troisième critère, 4 points sur SPA, 6 points sur SPIC. Et quand on cumule les critères, on voit qu'à un point près, eh bien, on est bien dans un SPA et pas dans un SPIC. Donc, on va comme mettre des notes, comme sous-peser chacun des critères à chaque fois qu'on veut qualifier. Ça rend les choses très compliquées pour un étudiant et pas très satisfaisant sur le point intellectuel. C'est un petit peu comme si on organisait quelque chose à la louche. Voilà. Mais c'est un petit peu ça l'idée, on organise quelque chose à la louche. Alors, quels sont les indices de distinction entre SPIC et SPA? Alors, eh bien, on va les voir A, B, C. Petit a, le premier indice est l'objet du service. Le premier indice, c'est l'objet du service. Petit a, le premier indice, c'est l'objet du service. Alors, c'est la chose la plus intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire l'objet du service? On va regarder si l'activité est plutôt proche d'un service que pourrait rendre une entreprise, ou au contraire, un service qui ne trouverait pas de marché, qui ne serait pas économique. René Chaput a trouvé une formule. René Chaput est un des grands professeurs de droit qui a fait un manuel qui était l'essentiel du droit administratif, qui était un manuel de référence dans les années 80-90. René Chaput distingue donc entre les activités de plus grand service et les activités de plus grand profit. Les premières, activités de plus grand service, ne peuvent pas être rentables. Elles ont pour objet le meilleur service possible. On en fait un service public pour rendre un meilleur service aux gens. C'est ce qui va rapprocher du SPA. Donc, le premier indice du SPA, c'est est-ce qu'il y a une activité de plus grand service? Et puis à l'inverse, le deuxième, l'activité de plus grand profit, permet de rapporter de l'argent. Ça reste un service public, mais ça permet de rapporter de l'argent parce qu'on vend quelque chose. Alors on essaie de le vendre mieux, de le vendre à tout le monde, c'est en ça que c'est un service public, mais c'est fait quand même aussi pour rapporter de l'argent. Dans ce cas-là, eh bien, ces activités de plus grand profit vont faire pencher la balance dans le SPIC. Donc deux choses, l'objet du service, c'est quel est son but? Est-ce que son but c'est que le plus grand service, l'activité de plus grand service, ou est-ce que son but c'est l'activité de plus grand profit, celle qui va aussi apporter de l'argent? Dans le premier cas, ça penche vers le SPA. Dans le deuxième cas, ça penche vers le SPIC. Petit b, le deuxième indice est l'origine des ressources. L'origine des ressources. Globalement, pour simplifier, les services publics administratifs sont financés plutôt par l'impôt, par des taxes. Donc c'est une subvention, de l'argent public qui va aller dans le SPA. A l'inverse, les SPIC sont principalement financés par les usagers. Prenez le cas des transports de bus, vous payez votre billet. La distribution d'eau potable, lorsque vous utilisez de l'eau, eh bien selon l'eau que vous consommez, vous allez payer selon l'eau que vous consommez. Le traitement des eaux usées va aussi rentrer dans ce prix-là. Bref, on a des activités de service qui sont payantes, et comme elles sont payantes, une grande partie du service va être financée comme ça. Remarquez qu'il peut y avoir des évolutions. Prenez le cas du bus.
Les bus qui tournent dans la ville sont parfois sur des lignes très rentables. Et effectivement, la part du billet va être, de manière importante, le financement du service. Mais de temps en temps, on va vouloir faire des tarifs sociaux. Les personnes âgées ne vont pas payer, les étudiants ne vont pas payer, on va dire que les chômeurs ne vont pas payer. Et puis, pour que les gens puissent prendre le bus, on va faire un tarif faible, même pour les gens qui payent. Et à la fin, il se peut que les usagers ne payent que 10 ou 15% du service. Lorsque c'est le cas, les communes, il y en a déjà en France une vingtaine qui sont en ce cas-là, préfèrent décider que les transports sont gratuits, en se disant qu'une partie des gens vont prendre ces transports-là et donc créer moins de CO2, etc. Et que pour des raisons, par exemple, environnementales, il est intéressant de mettre le bus gratuit en plus des raisons sociales. Donc, vous voyez bien que ce même transport de bus, de temps en temps, va avoir son financement assuré par les usagers et ça va faire pencher vers le SPIC. Alors qu'à l'inverse, de temps en temps, le financement va être financé, le bus ne va rouler que grâce à l'impôt, entièrement financé par la commune, et dans ce cas-là, eh bien, cela va faire pencher le service vers le service public administratif. Il y a l'objet, mais il y a aussi, deuxième indice, le mode de l'origine des ressources, le mode de financement. Donc, attention, le même service pourra changer de nature selon la façon de le financer. Selon la façon de le financer, les services de bus pourraient être tantôt un SPIC, tantôt un SPA, et ce sera le cas de nombreux services de ce type-là. On pourra y voir par exemple le cas de l'assainissement, le lavage de l'eau sale, les ordures ménagères selon les villes. Vous savez qu'il y a des villes dans lesquelles on paye ces ordures ménagères par une taxe qui finance le ramassage d'ordures. Et puis des villes dans lesquelles on va financer en fonction du nombre de kilos qu'on a dans sa poubelle. On va avoir le camion qui va scanner un code barre, savoir à qui est la poubelle, le renverser en pesant et dire, eh bien aujourd'hui c'est tant de poids de déchets pour telle personne. Le défaut de ce système-là est que les gens ont tendance à mettre leur poubelle dans la poubelle du voisin. Mais n'empêche que ça permet de financer en fonction de l'exploitation du service, en fonction des usagers. D'accord ? Les textes peuvent revenir sur cette distinction en fiscalisant certains services publics. Certains services publics sont financés par une sorte d'impôt. Vous prenez le cas de l'audiovisuel, normalement c'est financé par les usagers, mais en fait comme tout le monde paye par principe une redevance, on peut dire que l'audiovisuel public continue à être financé par l'impôt. Attention à ça, attention à ce mode de financement qui peut changer la nature du service. Petit c, troisième indice, les modalités de fonctionnement. Les modalités de fonctionnement. Alors, certaines façons d'organiser le service vont conduire parfois à requalifier un service de SPIC en SPA là aussi. Le service a l'air d'être un service qui est plutôt fait pour gagner de l'argent, plutôt de plus grands profits ou plutôt de plus grands services, plutôt SPA. L'origine des ressources va pencher plutôt par le financement par l'impôt ou plutôt par le financement par l'usager, ça va être un deuxième indice, et le fonctionnement lui-même va aussi aider. Dans le fonctionnement, qu'est-ce qu'on va voir ? On va regarder vraiment comment marche l'entreprise, comment marche l'administration qui va avoir le service. Est-ce que cette entreprise ou cette administration vont être soumis à de la comptabilité publique ? Si c'est soumis à la comptabilité publique, ça penche plutôt vers le SPA. Si c'est soumis à la comptabilité privée, ça va pencher vers le SPIC. On va regarder le statut des agents. Est-ce que les gens qui y travaillent sont sous un contrat de droit public ou sous un contrat de droit privé ? Si c'est sous un contrat public, ça va pencher vers le service public administratif. Si c'est un contrat de droit privé, ça va pencher vers le contrat, vers le SPIC. De la même manière, est-ce qu'ils ont un monopole ou est-ce qu'ils ne l'ont pas ? Alors, ces éléments, vous le voyez, au cas par cas, on va les sous-peser. Et parfois, le même service, donc le premier critère, est-ce que ça a l'air d'être de plus grands profits ou est-ce que ça a l'air d'être de plus grands services ? Est-ce que c'est plutôt comme ça quand on regarde plutôt un SPIC qui cherche à gagner de l'argent ou un SPA ? Vous le voyez que les autres critères vont parfois complètement revenir dessus. On va par exemple avoir des hôpitaux ou des musées qui vont complètement changer. De temps en temps, on se dira un musée c'est pas fait pour gagner de l'argent. Mais de temps en temps, quand le musée a ses revenus qui ne sont que les billets qui sont assez chers, mais que les billets, et puis la location du musée pour des films, etc., qui fait qu'en fait, le musée est rentable. Il y a des musées privés d'ailleurs qui sont parfaitement rentables, des châteaux qui sont parfaitement rentables. Et dans les modalités de fonctionnement, est-ce que ce musée va être fait par des fonctionnaires comme au Louvre ?
Est-ce qu'il va être soumis à des subventions aussi, comme au Louvre? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ce musée ne va pas avoir de subventions, va avoir des gens qui seront des personnes qui sont soumises au droit du travail, les contrats de droit privé? Est-ce qu'il y aura de la comptabilité publique ou privée qui va s'appliquer? Et vous voyez que de temps en temps, le même service, musée, hôpitaux ou cliniques, eh bien, va changer de nature. On ne peut pas regarder seulement ce qui semble être c'est fait pour gagner de l'argent ou c'est pas fait pour gagner de l'argent pour qualifier de SPIC et SPA. Voilà pourquoi le droit administratif a inventé le faisceau d'indices. Pour au cas par cas, sous-peser les trois indices que je vous répète, l'objet du service, qui est important mais qui ne peut pas suffire, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement. Nature du service, origine des ressources, modalités de fonctionnement. Voilà tout ce qu'il faut le regarder et à la fin, quand on a sous-pesé chacun des indices, on peut dire je vois c'est plutôt SPIC ou plutôt SPA. Alors ça par exemple c'est typique, très intéressant à vous mettre dans des cas pratiques pour la fin de l'année ou pour les partiels. Eh ben, on vous donne des modalités de service, on vous dit comment ils se présentent et puis c'est à vous de déterminer si c'est un SPIC ou si c'est un SPA ou alors à l'inverse, on vous dit voilà, celui qui crée le service voudrait que ce soit soumis au droit privé, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ce soit soumis au droit privé? Voilà. C'est comme ça que nous finissons notre cours d'aujourd'hui et que nous parlerons du grand B, l'intérêt de la distinction, demain. Bon courage à tous.